Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble cette 14e étape du Tour de France. Première étape des Pyrénées et première surprise, est-ce que la vérité ne serait pas sortie de cette première étape pyrénéenne? Pau, Saint-Lary-Soulan, Pla d'Adé, on avait beaucoup de questions, on voulait avoir des réponses. Partie de ces réponses devait sortir de cette étape. Et puis on a vu beaucoup de choses, certes uniquement dans la dernière ascension, mais on en sait un peu mieux sur la condition de chacun et notamment des leaders de ce classement général. C'est une étape qui se déroulait en deux parties. Une première partie du départ à Pau vers 13h30 jusqu'au 70e kilomètre au sprint intermédiaire. C'était de longs faux plats montants, descendants pour que l'échappée se forme avant d'entamer une deuxième partie montagneuse. Et bien dans cette première partie, l'échappée a mis beaucoup de temps à se dessiner, à se décider. Et il a fallu attendre 50 à 60 km de course avant qu'enfin une échappée se forme et prenne de l'avance sur un peloton qui ralentissait, qui s'arrêtait pour permettre à cette échappée de prendre du champ. Malgré un départ rapide, une première moitié d'étape anecdotique, et c'est un petit groupe qui va entamer la montée du col du Tourmalet, cette deuxième partie d'étape. Pour là, on avait une succession de trois cols, le col du Tourmalet, l'Ourquette dans 6 ans et la montée du Pla d'Adé. Et dans cette montée du Tourmalet, il ne va rien se passer, le sommet du Tourmalet est trop loin de l'arrivée, c'est un apéritif en tout cas sur cette deuxième partie d'étape. Les plus forts vont se dégager dans le groupe de devant, les grimpeurs. On va éliminer les sprinters qui avaient anticipé un petit peu les débats. Derrière, dans le peloton, on voit que UAE contrôle à une petite distance de l'échappée, seulement 3 minutes, 4 minutes d'écart autorisé par UAE. C'est contrôlé par Nils Politt qui va faire toute la montée du col du Tourmalet. Et dans cette montée du Tourmalet, on peut constater les positions des leaders. Et on voit que cette fois, Pogačar, à l'image du Galibier, est un petit peu plus en retrait dans le peloton et suit la roue de Vingegaard. Inversion des rôles, Vingegaard ne suit plus Pogačar, c'est Pogačar qui enfin se décide à suivre Vingegaard. Pogačar met un petit peu la pression sur le Danois en lui indiquant que les rôles s'inversent, qu'il est le leader du classement général et qu'il est maintenant en position défensive par rapport à Vingegaard. Au sommet du Tourmalet, c'est Lascano qui va passer en tête après un beau duel avec David Gaudu. L'échappée s'est disloquée dans la montée du Tourmalet et ça va être 8 coureurs à peu près qui vont se lancer dans la descente du Tourmalet et se présenter du côté du lac de Paillol au pied de la Ourquette dans 6 ans. Et dans la Ourquette, l'échappée va de nouveau se disloquer sur une accélération de Lascano puis de Gaudu. 5 coureurs vont se détacher devant, David Gaudu pour Groupama, Ben Illy, DF, Luis Mentis de la Wanty, Euler Lascano et Michal Kwiatkowski pour Ineos. On constate derrière dans le peloton que l'écrémage commence toujours sous la direction d'UAE et de Marc Soler qui prend le relais de Nils Politt. Marc Soler qui monte très fort la Ourquette dans 6 ans. Je crois avoir vu l'image à un moment donné pendant l'étape. Le peloton est monté 2 km/h plus vite que l'échappée et forcément à ce rythme-là, l'écart fond rapidement et au sommet de l'Ourquette, il ne doit plus y avoir qu'1 minute d'écart entre l'échappée et le peloton. Un petit screen dans la descente de la Ourquette dans 6 ans que j'ai pris sur Mathieu Van Der Poel qui a eu un rôle anecdotique dans cette étape. Il a été certes présent dans l'échappée, a fait des efforts. Je fais une petite image isolée sur Mathieu Van Der Poel parce que depuis le début du Tour de France, on le voit souffler le chaud et le froid. Un jour ça va, un jour ça va pas. En vérité, j'ai plus l'impression qu'il est en mode préparation des JO. Et si je fais ce screen isolé sur Mathieu, c'est parce que pour moi, il est en train de monter en puissance dans ce Tour de France, passer au sommet du col du Tourmalet avec des échappés grimpeurs tels que Ben Illy ou David Gaudu, c'est dire la condition du Néerlandais. Je pense qu'il va falloir suivre le garçon de très près parce qu'il est beaucoup mieux qu'on ne le pense et je pense qu'il ne fait pas toujours tous les efforts pour amener au mieux Jasper Philipsen. Il se garde de faire trop d'efforts sur ce Tour de France et fait des efforts intelligents pour se préparer au mieux pour les JO. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais avoir sur le champion du monde en titre, qui pour moi est dans la très bonne direction en vue de la course en ligne des Jeux Olympiques, qui aura lieu dans quelques semaines. Mais revenons sur la course, je vous le disais, Marc Soler qui imprime grand train dans le deuxième col de la journée, David Gaudu passe en tête à la Ourquette dans 6 ans devant Lascano, position inversée par rapport au Tourmalet. Et donc on va avoir 5 coureurs qui vont se présenter au pied de la dernière ascension du jour, le Pla d'Adé. Ça a roulé très fort toute la journée, comme les derniers jours en l'occurrence, mais cette fois sans action majeure de la part des favoris avant le dernier col. Tout de suite, dès le pied du Pla d'Adé, Ben Illy et David Gaudu embrayent, évidemment une minute, ça paraît trop court pour l'échapper et ce le sera. Malgré tout, on va voir de très bons efforts de Ben Illy qui va être l'homme du jour, très en condition.
IF tourne autour, Benelli tourne autour. Je pense qu'ils ont manqué de réussite aujourd'hui. UAE a roulé beaucoup trop fort derrière, comme depuis le début du tour, et l'échappée ne trouve toujours pas la place pour s'exprimer en haute montagne. Maintenant, voilà, il y a une troisième semaine qui arrive très concentrée. Je pense qu'il y aura 2 bonnes étapes pour les baroudeurs grimpeurs. On reverra Benelli, on reverra David Gaudu en troisième semaine. Ils ont été trop courts aujourd'hui, mais c'est normal quand on voit la guerre qu'il y a eu derrière, notamment dans cette montée du Pla d'Adé. Eh bien, c'est sans surprise que l'échappée va se faire manger. Benelli, dernier survivant, repris à 5 ou 4 km de l'arrivée. Et donc, on revient sur le peloton des favoris dans cette dernière montée du Pla d'Adé. Et UAE roule cette fois plus avec Marc Soler. Pavel Sivakov a pris le relais, ça ne va pas durer longtemps. C'est Almeida qui va embrayer. Almeida moins fort qu'au Galibier, hein, il roule devant, mais il reste une quinzaine de coureurs dans le groupe maillot jaune. Et on a la semi-surprise de voir cette attaque à 7 km 200 d'Adam Yates, qui surprend un petit peu le groupe de favoris sur la première étape de montagne, la 4e étape du Tour de France au Galibier. UAE avait roulé grand train en mode chrono par équipe pour écrémer les favoris du Tour. Cette fois, on change le fusil d'épaule, on envoie les hommes à l'avant, et c'est Adam Yates qui prend ce rôle, qui s'échappe. Adam Yates qui va faire un très bel effort qui va durer 3 ou 4 km. Il va prendre jusqu'à 30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. On se posait la question, est-ce qu'Adam Yates allait rattraper Benelli pour l'étape, ou était-ce une stratégie pour emmener Pogačar dans les derniers kilomètres si Pogačar venait à distancer Vingegaard? Eh bien, c'est la deuxième probabilité qui va se produire, puisque Pogačar va mettre une attaque foudroyante à 4 km 600 de l'arrivée, qui va clouer absolument tout le monde, Vingegaard le premier. Et ça, c'était surprenant. Je vous avoue que sur l'étape de mercredi, j'enterrais déjà un petit peu Pogačar, que je trouvais moins fort qu'en première semaine. Et ben, écoutez, on retrouve un peu la même situation qu'au Galibier, voire même mieux pour Pogačar. Il distance Vingegaard sur la première accélération, et surtout derrière, il va réussir à tenir jusqu'à l'arrivée. Mais ne nous précipitons pas, je vous montre ici le premier écart produit par Pogačar sur Vingegaard, 27 mètres d'écart. Evenepoel réagit un petit peu à contre-temps, mais va réussir à rentrer dans la route Vingegaard. Pendant ce temps-là, Pogačar rentre sur Adam Yates. Stratégiquement, c'est magnifique. Voilà, je m'incline encore une fois de la deuxième masterclass du AE. Une première au Galibier, une deuxième ici au Pla d'Adé. Cette fois, Adam Yates anticipe les débats. Pogačar débouchonne derrière et rentre sur Adam Yates. Ça lui permet de souffler 30 secondes pendant que Vingegaard s'épuise derrière. Le relais d'Adam Yates ne dure pas longtemps, mais on rappelle, le Britannique fait un effort depuis 3 km à peu près. Les deux UAE mangent Benelli. Adam Yates s'écarte et Pogačar s'en va. Derrière, Vingegaard fait l'effort pour essayer de rentrer, mais c'est trop tard. Vingegaard va essayer de réagir avant le replat pour boucher l'écart sur Pogačar. Mais Pogačar est trop fort sur cette étape, et sur une deuxième partie qui lui convenait mieux, où il fallait amener un peu plus de braquet, être un peu plus puissant, et on sait Pogačar adore ce type de montée. Eh bien, Pogačar va creuser l'écart, et ce jusqu'à la ligne d'arrivée. Pendant que Pogačar fait le show devant, Vingegaard, en essayant de reboucher sur Pogačar, va distancer Evenepoel. On a là une information hiérarchique sur le Tour de France. On a bien Pogačar, un petit écart Vingegaard, un petit écart Evenepoel, puis le reste du monde, Rodriguez d'Ineos en tête. Voilà, c'est une étape qui n'a fait que valider ce qu'on avait peut-être déjà vu dès l'étape du Galibier. Les conditions n'ont pas l'air d'avoir trop évolué après 14 jours de course. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, comme je vous l'expliquais sur la vidéo de l'étape de mercredi au Lioran, où je pensais voir une inversion des forces Pogačar-Vingegaard. Eh ben, il n'en sera rien, puisque même dans le dernier kilomètre, alors que Pogačar il avance de 20-25 secondes sur Vingegaard, eh bien Pogačar va nous faire un dernier kilomètre incroyable, assis sur la selle, en appuyant très fort sur les pédales. C'est dans ce dernier kilomètre qu'il va creuser la majeure partie de l'avance qu'il va avoir sur la ligne d'arrivée. 40 secondes, je crois, un peu plus, 39 secondes exactement, d'avance sur Vingegaard à l'arrivée. On voit ici Pogačar qui franchit victorieux la ligne au Pla d'Adé. Une victoire presque inattendue pour ma part. Alors, toute proportion gardée, hein. Si c'était pas Pogačar, c'était Vingegaard que j'attendais aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le maillot jaune a tapé du poing sur la table et très fort. La montée de Pogačar est impressionnante, et c'est surtout le collectif et la stratégie du AE qui m'a beaucoup plu sur cette étape. On voit ici Vingegaard qui arrive avec 39 secondes de retard, très fatigué, il a beaucoup souffert dans le dernier kilomètre. Vingegaard gagne en condition, mais toujours en retrait par rapport à Pogačar. Un cran derrière, Evenepoel qui perd sa deuxième place du général au profit de Vingegaard, mais solide troisième désormais.
Je pense qu'Evenepoel peut afficher de bonnes ambitions pour la dernière semaine du Tour. Pourra-t-il gagner une nouvelle étape? Je l'espère pour lui. En tout cas, pour ce qui est du classement général, je crois qu'il s'affiche comme la troisième force du peloton, c'est une évidence. Derrière, la hiérarchie du top 10 va se dessiner dans les étapes à venir. Si les 3 places du podium semblent être dessinées, derrière, ça va être un petit peu le bazar. On va voir Rodriguez arriver, Almeida, Yates à ne pas retirer trop tôt. Eux qui se sacrifient jour après jour pour Pogacar, mais qui ont des places à jouer dans le top 10. Ciccone, très bien encore aujourd'hui, voilà. Des petits noms qui arrivent derrière, mais on va se concentrer sur le podium du jour. L'occasion pour moi de vous montrer le classement de l'étape du jour. Pogacar l'emporte avec 39 secondes d'avance sur Vingegaard, 1:10 sur Evenepoel. Au classement général, Pogacar a maintenant 1 minute 57 d'avance sur Vingegaard, ça commence à faire beaucoup. Remco Evenepoel est 3e à 2:22. Voilà, le podium est dessiné derrière Almeida, Rodriguez, Landa, Yates, Ciccone, Derek G et Jorgenson. C'est le général après cette 14e étape et maintenant j'aimerais parler de 3 choses qui m'ont marqué sur cette étape. Premier point, la masterclass UAE. On l'avait vu sur la 4e étape du Galibier, je vous le disais. UAE avait déjà été très entreprenante en mode rouleau compresseur. Ils avaient mis la pression sur l'ensemble des favoris. Pogacar s'était dégagé dans le dernier kilomètre du Galibier. Et bien cette fois, on a décidé de ne pas faire le rouleau compresseur. Certes, l'équipe a roulé fort toute la journée, mais la petite anticipation d'Adam Yates à 7 km du sommet du Pla d'Adé va tout changer. Adam Yates va pouvoir prendre de l'avance sans trop se consommer. On va le voir, Adam Yates va beaucoup regarder derrière lui. On pensait à un moment que c'était pour l'étape, mais non, s'il regardait derrière, c'est parce qu'il attendait une attaque de Pogacar. Et Pogacar, lorsqu'il va mettre son bon chaud, au 4 km 500, va pouvoir distancer Vingegaard et rentrer sur Adam Yates. Cette petite phase de récupération qu'il va avoir dans la route de son coéquipier va lui permettre de développer toute la force dont il avait besoin dans les derniers kilomètres et dans le dernier kilomètre pour creuser l'écart avec Vingegaard. Ça, c'est la très bonne surprise du jour pour Pogacar. C'est de voir qu'il est capable, sur une étape comme celle-ci, de reprendre 40 secondes à Vingegaard. C'est une masterclass, encore une fois, d'UAE, qui sait utiliser ses coureurs, ses individualités qui sont très fortes de manière intelligente. Si ça ne marche pas en rouleau compresseur, eh bien on peut anticiper et ça marche. Voilà, donc bravo UAE, masterclass. Je ne peux que m'incliner sur le collectif UAE et sur l'individualité Pogacar, sur lequel j'avais mis des doutes après l'étape du Lioran mercredi. Eh bien voilà, Pogacar vient me mettre une petite gifle et me rappeler qu'il ne faut jamais l'enterrer trop tôt. L'inversion des forces n'est pas pour tout de suite. Et avec ce qu'il a montré aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas sur ce Tour de France. Pogacar est bien le plus fort en haute montagne. Pour la 2e fois consécutive après l'étape du Galibier, il reprend du temps à Vingegaard. Voilà, on verra ce que ça donnera demain pour vous donner des probabilités de victoire. J'avais dit 50-50 avant l'étape de mercredi entre Pogacar et Vingegaard. J'ai dit 70-30 Vingegaard après l'étape de mercredi. Eh bien, les forces s'inversent à nouveau. Maintenant, je vous dirais 60-40 pour Pogacar. Voilà, si on joue au jeu des probabilités, voilà le pourcentage de chances que je donne à l'un et à l'autre pour une victoire dans ce Tour de France. Voilà, on en saura un peu plus demain avec la 2e et dernière étape des Pyrénées. Mais bravo UAE, voilà, ça c'était mon premier point. Deuxième point, Visma, que je vais tacler dans cette vidéo, je vous avoue, pour plusieurs raisons. La première, c'est sur la communication de Visma et de leur fameux plan avec lequel ils nous bassinent depuis, on va dire, la fin de la première semaine, avec ce qui s'était passé sur les chemins blancs. C'est très dichotomique. On a d'un côté Vingegaard qui s'effondre en pleurs après sa victoire mercredi, en nous expliquant qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir de nouveau gagner une étape sur le Tour de France après son accident. Et dans le même temps, il nous annonce sans cesse qu'ils ont un plan pour remporter le Tour de France. Voilà, alors j'aimerais juste rappeler quelque chose à Visma. Évidemment, je crois en votre force collective, je crois en Vingegaard, qui a beaucoup de résilience, mais il va peut-être falloir se mettre au diapason sur la communication, parce que là, pour l'instant, nous parler de plan pour gagner le Tour de France. J'aimerais simplement vous rappeler qu'après 14 étapes, pour l'instant, vous vous faites quicher la gueule par UAE et par Pogacar. Vingegaard n'a pas levé le cul de la selle une seule fois cette année pour distancer Pogacar. Je suis curieux de voir. J'espère que vous allez vous bouger demain sur le plateau de Bay. Il y a quand même des incompréhensions tactiques. Est-ce que c'était la peine de cramer ces coureurs hier sur une étape anecdotique, en vérité, malgré le vent? Visma, sur ce Tour de France, pour l'instant, c'est 2 bordures sur la 13e étape et nada. Voilà, donc ça, j'aimerais le rappeler à Visma. Vous avez un plan, eh bien,
j'attends de voir. On verra ce que ça donne en troisième semaine. Mais là, vous avez encore pris une claque aujourd'hui. Il est clair que cette Kuss manque dans le collectif Visma cette année. Ça manque de soutien en altitude malgré les efforts de Kelderman distancé trop tôt dans le plat d'AD aujourd'hui et les efforts de Jorgensen. Piégé malgré tout par encore une fois la masterclass de l'UAE. Ils ont poussé Jorgensen à rouler en faisant attaquer Adam Yates. Voilà. Ça, c'était pour équilibrer un petit peu les forces. Bravo UAE. Et Visma, respectez Pogačar, respectez UAE. Cessez de nous parler de plan toute la journée parce que pour l'instant, on ne vous a pas vu sur ce Tour de France agressif. Pogačar vous quiche, UAE vous quiche. Voilà, ça c'était ma petite réflexion pour Visma. Et troisième et dernier point sur cette étape, eh bien, simplement vous parler de la hiérarchie du Tour qui s'est dessinée sur cette première étape pyrénéenne. Le podium est dessiné et on ne devrait pas trop avoir de changement. On a toujours un petit doute entre Pogačar et Vingegaard, mais là Pogačar s'est bien installé en tête du général. Vingegaard est la deuxième force du plateau, Evenepoel est la troisième force du plateau. Derrière, c'est un petit peu confus, mais Rodriguez semble prendre les devants pour la quatrième place du général. Il faudra surveiller malgré tout les deux coureurs du UAE, Almeida et Yates, qui ont été très forts aujourd'hui en accompagnement de Pogačar. Ça, c'est peut-être la clé pour Rodriguez, qu'il continue à sucer les roues comme il fait depuis le début du Tour, qu'il continue à compter sur le fait qu'Adam Yates et Almeida se crament pour Pogačar. Il va pouvoir s'afficher en tant que quatrième force du plateau cette année sur le Tour. Que de progrès pour l'Espagnol, 5e l'an dernier, 4e cette année. Voilà, vous comprenez que je suis un petit peu sarcastique sur l'Espagnol, mais en vrai, ça me fait chier. Ça me fait un peu chier parce que si on a un plateau dingue sur ce Tour de France, il n'y a que Pogačar et UAE pour bouger les lignes. Voilà, on va dire qu'il y a quand même 14 jours de course. Certes, ce n'est que la deuxième étape de haute montagne, mais il y a eu du terrain pour faire des efforts. Et pour l'instant, à part Evenepoel sur l'étape des chemins blancs et Pogačar à de multiples reprises depuis le début du Tour de France, seules offensives de ce Tour, ce sont bien Pogačar et UAE. Voilà, ça c'était mon troisième et dernier point qui complétait les deux premiers. J'espère que demain, les lignes vont un petit peu bouger et que l'adversité va décider d'agresser un petit peu plus Pogačar parce que pour l'instant, le Slovène fait ce qu'il souhaite sur ce Tour de France. En parlant de l'étape de demain, laissez-moi vous la présenter. C'est mon étape à domicile, Loudonvielle, Plateau de Beille. Ça va être une étape différente de celle d'aujourd'hui. Cette deuxième étape pyrénéenne va avoir un premier tiers compliqué. On va entamer directement avec la montée du col de Persourde, 7 km à 7,8%. Avant d'aller chercher le col de Manté, très dur le col de Manté, 9,3 km à 9,1% et le col de Portée d'Aspet, 4 km à 9,6%. Ça c'est le premier tiers de parcours. Sur ce premier tiers, l'échappée devrait se dessiner une échappée de grimpeurs. Il n'y aura pas d'autre profil demain parce que ça va partir très fort, très vite, 7 km à 7%. On aura les petits gabarits devant. L'échappée devrait se dessiner dans le premier tiers, donc, et puis après, vous voyez, une fois passé le col de Portée d'Aspet, une deuxième partie en vallée où il faudra rester à l'abri. Donc, je ne m'attends pas à une dispute des favoris avant le col d'Agnès et même avant le plateau de Beille en vérité. On verra quel sera l'écart à ce moment-là entre l'échappée et le peloton. On saura si cette étape sera pour Baroudeur ou pour les favoris, je pense au sommet du col d'Agnès. Écoutez, niveau favoris, j'ai tendance, puisqu'il n'y a que Pogačar pour attaquer, et que Pogačar pour l'instant n'a plus d'intérêt à attaquer, si ce n'est pour gagner encore plus de temps sur Vingegaard notamment, et bien statu quo jusqu'à 7 km du sommet du plateau de Beille et puis une attaque de Pogačar pour enfoncer définitivement le Tour de France peut-être. Voilà, normalement côté favori, pas d'agressivité avant le plateau de Beille et si agressivité il doit y avoir, eh bien la lumière viendra encore une fois de Pogačar je pense. Ça c'était le descriptif pour l'étape de demain. Moi je vous retrouve demain soir pour parler de cette étape qui me tient à cœur, c'est mon étape domicile. C'est tout pour moi, prenez soin de vous, une bonne soirée et je vous retrouve demain pour décrypter cette 15e étape du Tour qui devrait s'annoncer folle dans sa dernière partie et dans la montée mythique du plateau de Beille. Merci, bonne soirée, salut, ciao.